Après la réunion, compte vidé. Mon beau-frère Harry, on n'en avait plus besoin que toi. Tremblante, j'ai pris mon sac, alors tu vas adorer la suite. Il riait, puis... Boum! La porte a volé en éclats. Je me souviens de l'odeur de la poudre et de la poussière qui flottait dans l'air juste après l'explosion de la porte. C'est une odeur qui ne vous quitte jamais vraiment. Quelques secondes plus tôt, l'atmosphère dans cette vieille maison de pierre était saturée par l'arrogance de mon beau-frère, Gatien, et par le parfum bon marché de ma sœur, Sidonie. Il pensait avoir commis le crime parfait. Il pensait que parce que nous partageons le même sang, je me laisserais saigner à blanc sans un bruit. Ils avaient tort. Ce jour-là, dans le calme trompeur de la campagne périgourdine, j'ai appris qu'il n'y a pas de pire ennemi que celui qui dort dans la chambre d'à côté. Avant de plonger dans les détails de cette trahison qui a failli me coûter ma vie entière, j'ai besoin de sentir votre présence. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu l'enfer familial. Dites-moi dès maintenant dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez mon histoire, et quelle heure il est chez vous. Savoir que vous êtes là, à m'écouter, me donne la force de revivre ces moments douloureux. Tout a commencé un vendredi de novembre, sous une pluie battante qui noyait les paysages de la Dordogne. Je roulais depuis 5 heures, quittant mon sanctuaire de Lyon pour rejoindre ce que mes parents appelaient pompeusement le week-end de reconnexion familiale. Les essuie-glaces de ma vieille Clio fatiguée battaient la mesure d'une angoisse sourde qui me serrait l'estomac. Tac tac. Tac tac. C'était comme un compte à rebours. Je m'appelle Azéline, j'ai 34 ans, et je suis restauratrice de livres anciens. Mon monde est fait de silence, de patience, de colle d'amidon et de papier japonais. Je passe mes journées à sauver des histoires oubliées, à réparer les déchirures du temps sur des pages qui ont vu des siècles d'histoire. C'est un métier solitaire, méticuleux, qui demande une honnêteté absolue. On ne peut pas tricher avec un livre du XVIIe siècle. Si vous faites une erreur, elle reste gravée à jamais. Ma famille, elle, est tout le contraire de mes livres. Elle est bruyante, chaotique et construite sur des mensonges. Alors que je tournais sur le chemin de gravier menant au vieux moulin, la maison de location isolée au milieu des bois, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. La maison était imposante, grise, presque menaçante sous le ciel de plomb. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas l'architecture, c'était la voiture garée devant. Une énorme berline allemande, noire, brillante, agressive. Elle prenait toute la place, empiétant même sur l'herbe, comme pour dire « Je suis le maître ici ». C'était la voiture de location de Gatien et Sidonie. Bien sûr. Toujours plus gros, toujours plus voyant. Gatien, mon beau-frère, se présentait comme un entrepreneur en série et un expert en crypto-monnaie. En réalité, à 35 ans, il n'avait jamais tenu un emploi plus de 6 mois et vivait d'expédients et de beaux discours. Ma sœur, Sidonie, l'enfant chéri, l'enfant doré, le suivait aveuglément, persuadée qu'il allait faire d'elle une millionnaire du jour au lendemain. J'ai coupé le moteur et je suis restée un moment dans le silence de l'habitacle, écoutant la pluie marteler le toit. J'ai regardé mon sac sur le siège passager. À l'intérieur, il y avait mon ordinateur portable professionnel. Ma vie entière était là-dedans. Mes contrats, mes recherches, mes photos, et surtout, mes accès bancaires. J'ai eu un frisson. Pas à cause du froid, mais à cause d'un souvenir précis. L'année dernière, à Noël, j'avais surpris Gatien en train de fouiller dans mon sac à main laissé dans l'entrée. Il avait prétexté chercher un chargeur, mais son rire nerveux et ses mains tremblantes m'avaient alerté. Depuis ce jour, j'avais développé une paranoïa légère mais constante. Je ne me séparais jamais de mes affaires. J'ai pris une grande inspiration, j'ai saisi mon sac, je l'ai serré contre moi comme un bouclier, et je suis sortie affronter la tempête. L'intérieur de la maison sentait le feu de bois et l'humidité, une odeur typique de ces vieilles demeures mal chauffées. À peine avais-je franchi le seuil que la voix de mon père, Marceau, a retenti depuis le salon. Ah! La voilà! On commençait à croire que ta poubelle roulante t'avait lâché sur l'autoroute. C'était sa façon de dire bonjour. Une critique déguisée en plaisanterie. J'ai forcé un sourire et je suis entrée dans la pièce principale. Ils étaient tous là, comme un tableau vivant de la dysfonction familiale. Mon père dans son fauteuil, ma mère Yvette tricotant nerveusement, Sidonie affalée sur le canapé avec son téléphone, et Gatien. Gatien était debout devant la cheminée, un verre de whisky à la main, jouant au châtelain. « Bonjour tout le monde », ai-je dit doucement. Gatien s'est tourné vers moi.
Il avait grossi. Son visage était bouffi, ses yeux un peu trop brillants. Il portait une chemise de marque trop serrée qui menaçait de faire sauter un bouton à chaque respiration. « Azéline » s'est-il exclamé avec cette fausse jovialité qui me donnait la nausée. « Toujours avec ton sac en bandoulière ? Tu as peur qu'on te vole tes vieux papiers moisis ?» Il a ri de sa propre blague. Sidonie a pouffé bêtement en écho. « C'est mon outil de travail, Gatien. Il contient des documents précieux qui ne m'appartiennent pas. » Précieux, précieux, tout est relatif, a-t-il ricané en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. Par rapport à mes investissements actuels, tes vieux bouquins, c'est de la petite monnaie. Mais bon, chacun son niveau, hein ? J'ai senti la colère monter, une chaleur familière qui me brûlait les joues. J'avais envie de lui répondre, de lui dire que mes vieux bouquins payaient mon loyer et mes factures, contrairement à ces investissements fantômes qui ne servaient qu'à accumuler des dettes. Mais je me suis tue. J'étais là pour 3 jours. Juste 3 jours. Il fallait tenir. Je vais monter mes affaires, ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier en bois sombre. On t'a mis dans la chambre du fond, celle qui donne sur le bois, a précisé ma mère sans lever les yeux de son ouvrage. La grande chambre est pour Gatien et Sidonie, ils ont besoin d'espace. Bien sûr. La chambre du fond était la plus petite, la plus froide, la plus isolée. Comme toujours. Azéline la solitaire, Azéline la seconde classe. En montant les marches qui craquaient sous mes pas, j'ai entendu Gatien chuchoter quelque chose à Sidonie. Je n'ai pas saisi tous les mots, mais le ton était urgent, fébrile. J'ai cru entendre lundi et banque. Mon cœur a raté un battement. Je suis entrée dans ma chambre. Elle était glaciale. J'ai posé mon sac sur le petit bureau vermoulu près de la fenêtre. J'ai sorti mon ordinateur. Je l'ai posé bien à plat, en l'alignant parfaitement avec le bord de la table. C'est un tic professionnel, une déformation de restauratrice. Tout doit être droit, tout doit être mesuré. J'ai vérifié que la fenêtre était verrouillée. J'ai vérifié la porte. La serrure était vieille, le jeu dans la poignée était important. Une inquiétude sourde m'a envahi. Je me sentais comme une proie qui entre dans la tanière du loup. J'ai hésité à redescendre mon ordinateur avec moi, mais cela aurait provoqué encore plus de moqueries. La paranoïaque, la folle. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai sorti un petit morceau de ruban adhésif transparent de ma trousse à outils, et je l'ai collé discrètement sur le bas de la porte, à l'endroit où elle rejoignait le cadre. Si quelqu'un ouvrait la porte en mon absence, le scotch se décollerait. C'était un truc de film d'espionnage, ridicule peut-être, mais j'avais besoin de ça pour me rassurer. Je ne savais pas encore que ce petit bout de scotch serait le cadet de mes soucis. Je ne savais pas que le danger était déjà à l'intérieur de la pièce, invisible, numérique, attendant son heure. Je suis redescendue pour le dîner, le ventre noué, sans savoir que je venais de commettre l'erreur qui allait déclencher l'apocalypse. La salle à manger du vieux moulin était éclairée par un lustre en fer forgé aux ampoules vacillantes, projetant des ombres longues et dansantes sur les murs de pierre brute. Dehors, le vent s'était levé, sifflant à travers les jointures des fenêtres mal isolées. C'était un décor de film d'horreur, et les monstres étaient assis autour de la table, me passant le plat de pommes de terre sautées avec des sourires carnassiers. Le dîner a commencé comme tous les dîners de famille depuis que Gatien était entré dans nos vies, par un monologue interminable sur sa propre grandeur. Vous n'imaginez pas le potentiel de ce nouveau marché, disait-il la bouche pleine, des miettes de pain tombant sur sa chemise. J'ai des investisseurs à Dubaï qui me harcèlent. Ils veulent tous une part du gâteau. Mais je suis sélectif. Je ne travaille qu'avec l'élite. Mon père, Marceau, buvait ses paroles comme du petit lait. Il avait toujours rêvé d'être riche, mais n'avait jamais eu le courage de prendre des risques. Il vivait ses fantasmes de grandeur par procuration à travers son gendre. C'est incroyable, Gatien, disait mon père en resservant du vin rouge. Tu as vraiment le nez pour les affaires. Pas comme, enfin, pas comme les gens qui restent bloqués dans le passé. Il ne m'a pas regardé, mais la pique m'était destinée. Elle a atterri dans ma poitrine avec la précision d'une fléchette empoisonnée. Papa, ai-je dit calmement, mon métier préserve le patrimoine. C'est important aussi. Gatien a éclaté de rire.
un rire gras, fort, qui a résonné désagréablement sous la voûte en pierre. Le patrimoine. Azéline, réveille-toi. On est au XXIe siècle. Le papier est mort. Tes livres, c'est de la poussière. L'avenir, c'est la blockchain. C'est l'immatériel. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. Il s'est penché vers moi, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. D'ailleurs, Azéline, puisqu'on en parle, j'ai une opportunité unique. Une fenêtre de tir de 48 heures. Je peux faire entrer un membre de la famille dans le cercle privé. Rendement garanti de 20% par mois. Avec tes économies, tu pourrais doubler ta mise avant Noël. J'ai posé mes couverts. J'ai senti le piège se refermer. C'était donc ça. Le but de ce week-end. L'argent. Non merci, Gatien, ai-je répondu fermement. Mes économies sont très bien là où elles sont. Sur un compte épargne sécurisé. Je ne joue pas avec l'argent que j'ai mis 8 ans à gagner. L'ambiance a changé instantanément. Le sourire de Gatien s'est effacé pour laisser place à une grimace de mépris. Ma mère a soupiré bruyamment, posant sa fourchette avec fracas. Oh, Azéline. Toujours aussi frileuse. Toujours aussi égoïste. Gatien essaie de t'aider, de te tirer vers le haut, et toi tu le rejettes comme un chien. Sidonie est entrée dans la danse, sa voix tremblotante, jouant sa carte maîtresse, la victimisation. Tu ne comprends pas, Azéline. On veut juste que tout le monde réussisse. Moi, avec le bébé qu'on essaie d'avoir, on a besoin de sécurité. Si tu investissais avec Gatien, ça aiderait tout le monde. Ça prouverait que tu crois en nous. J'ai regardé ma sœur. Elle portait un bracelet en or qui valait probablement 3 mois de mon loyer. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, ils étaient criblés de dettes, je le savais par les rumeurs en ville. Et maintenant, ils voulaient mon argent pour combler le trou béant de leur cupidité. Je crois en le travail, Sidonie, ai-je dit, sentant ma voix durcir. Je crois en l'effort. Pas au miracle financier. Gatien a frappé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Le travail. Tu parles comme une ouvrière du siècle dernier. L'argent doit circuler, Azéline. L'argent doit servir la famille. À quoi ça te sert d'avoir 50 000 balles qui dorment? Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de projet d'envergure. Tu es une impasse génétique et financière. La violence de l'insulte m'a coupé le souffle. Une impasse génétique. J'ai regardé mes parents. J'attendais qu'ils interviennent. Qu'ils disent à cet homme de ne pas insulter leur fille. Mais mon père regardait son assiette et ma mère me lançait un regard accusateur, comme si c'était moi qui avais provoqué cette colère. J'ai compris à ce moment précis que j'étais seule. Totalement seule. Je n'ai pas faim, ai-je murmuré. Je me suis levée, mes jambes tremblant sous la table. C'est ça, fuis, a lancé Gatien dans mon dos. Fuis la réalité. Mais souviens-toi, Azéline, l'avarice est un péché mortel. Et on finit toujours par payer pour ses péchés. Je suis montée dans ma chambre sans me retourner. J'avais envie de pleurer, de hurler, de prendre ma voiture et de partir. Mais il faisait nuit noire, il pleuvait des cordes et j'avais bu 2 verres de vin. Je ne pouvais pas conduire. J'étais piégée. En entrant dans ma chambre, j'ai vérifié mon petit bout de scotch en bas de la porte. Il était intact. Personne n'était entré. J'ai soupiré de soulagement. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai poussé une chaise sous la poignée, comme dans les films. Je me sentais ridicule, mais la lueur de haine dans les yeux de Gatien m'avait terrifiée. Je me suis assise à mon bureau. J'avais besoin de me rassurer. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé mon mot de passe. J'ai connecté mon téléphone en partage de connexion car le Wi-Fi de la maison était trop lent. J'ai ouvert le site de ma banque. J'ai tapé mon identifiant. Puis mon code secret à 6 chiffres sur le clavier virtuel. Le cercle de chargement a tourné. Solde compte épargne pro, 54 200 €. Tout était là. Mon argent. Ma liberté. Mon futur atelier. J'ai refermé l'ordinateur.
Je l'ai repoussé vers le mur, l'alignant parfaitement avec le bord du sous-main en cuir. Parallèle. Au millimètre près. Je me suis déshabillée dans le noir pour ne pas voir mon reflet dans le miroir piqué. Je me sentais sale, souillée par leurs mots. Impasse génétique. Je me suis glissée sous la couette lourde. Le sommeil a mis longtemps à venir. J'écoutais les bruits de la maison. Les pas lourds de Gatien dans le couloir. Les chuchotements. Les rires étouffés. Finalement, l'épuisement a gagné. Je me suis endormie d'un sommeil lourd, sans rêve. Je ne savais pas que pendant que je dormais, juste de l'autre côté de la cloison, Gatien ne dormait pas. Il attendait. Il avait un plan. Et j'allais être le dindon de la farce la plus cruelle de l'histoire de notre famille. Je me suis réveillée en sursaut. Il faisait encore sombre, cette obscurité grise et laiteuse qui précède l'aube en hiver. Le silence dans la maison était absolu, presque oppressant, contrastant avec le tumulte de la tempête de la veille. J'avais soif. Une soif terrible, pâteuse. Je me suis levée pour boire à la bouteille d'eau que j'avais posée sur la table de nuit. En buvant, mon regard s'est posé sur le bureau, de l'autre côté de la pièce. Je me suis figée. La bouteille est restée suspendue à mi-chemin de mes lèvres. Quelque chose n'allait pas. Je me suis approchée doucement, pieds nus sur le plancher glacé. J'ai plissé les yeux. La veille, avant de me coucher, j'avais aligné mon ordinateur parfaitement parallèle au bord du sous-main. C'était un réflexe obsessionnel chez moi. Je savais exactement comment je l'avais laissé. Là, maintenant, l'ordinateur était de travers. Ce n'était pas flagrant. C'était une question de millimètres. L'angle droit était reculé de peut-être 5 millimètres par rapport à l'angle gauche. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été invisible. Mais je passe ma vie à restaurer des reliures, à mesurer des marges au demi-millimètre près. Mes yeux sont des pieds à coulisses. Quelqu'un avait touché à mon ordinateur. Mon cœur s'est mis à battre violemment dans ma poitrine, un tambour fou qui résonnait dans mes tempes. J'ai regardé la porte. La chaise était toujours sous la poignée. La clé était toujours dans la serrure. Comment était-ce possible? Je me suis approchée de la porte. J'ai retiré la chaise. J'ai tourné la clé. La serrure a joué avec un bruit mou. J'ai regardé le pen. Il était vieux, usé. Avec une simple carte de crédit ou un tournevis fin, on pouvait faire glisser le pen de l'extérieur sans trop d'effort, même si la clé était dedans, si elle n'était pas tournée à fond. Et dans ma fatigue, l'avais-je tournée à fond? Une bouffée de panique m'a submergée. Je suis revenue vers le bureau. J'ai ouvert l'ordinateur. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé. La lumière bleue a illuminé mon visage livide. Mot de passe session. Je l'ai tapé. Erreur. Mes doigts glissaient. Respire, Azéline. Respire. Je l'ai retapé lentement. La session s'est ouverte. Le fond d'écran était le même. Les icônes étaient à la même place. Mais mon instinct hurlait. Regarde les ports USB. J'ai penché la tête. Sur le côté gauche, il y avait 2 ports USB. J'utilisais toujours celui du haut pour ma souris. Celui du bas était toujours vide. Il y avait une minuscule trace de poussière déplacée autour du port du bas. Comme si quelque chose avait été inséré, puis retiré. Une clé USB? Un câble? J'ai lancé mon navigateur Internet. J'ai cliqué sur le favori de ma banque. Le temps de chargement m'a paru durer des heures. Je pouvais entendre le sang pulser dans mes veines. Non, ce n'est pas possible. Il n'oserait pas. Pas ça. La page de connexion s'est affichée. J'ai tapé mes identifiants. Le cercle a tourné. Encore et encore. Et puis, le solde est apparu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée pétrifiée, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient. C'était comme si mon cerveau refusait de traiter l'information pour me protéger d'un traumatisme trop violent. 0. Le néant. 8 ans de vie effacés.
J'ai cliqué frénétiquement sur l'onglet Opération en cours. Virement SEPA instantané émis vers Banque nationale d'Estonie. Motif, apport capital Family Trust. Montant, 54 200 €. Heure, 3h42. 3h42 du matin. J'étais là. Je dormais dans ce lit, à 2 mètres de cet ordinateur. Quelqu'un était entré dans ma chambre, dans mon intimité, pendant que je dormais sans défense. Quelqu'un s'était penché sur mon bureau, dans l'obscurité, écoutant ma respiration, et m'avait volé. Apport capital Family Trust. La phrase de Gatien au dîner m'est revenue comme une gifle. L'argent doit servir la famille. C'était lui. Bien sûr que c'était lui. Mais comment? Comment avait-il eu mon mot de passe? Je ne l'avais donné à personne. Il ne pouvait pas le deviner, c'était une combinaison complexe de chiffres et de lettres. Soudain, j'ai compris. Le souvenir de Gatien fouillant dans mon sac à Noël dernier. Le port USB poussiéreux. Il n'avait pas deviné le mot de passe. Il l'avait volé. J'ai ouvert le terminal de commande de mon ordinateur. Je ne suis pas une experte en informatique, mais mon ex-copain m'avait appris quelques commandes de base pour vérifier l'intégrité du système. J'ai tapé la commande pour voir l'historique des périphériques connectés. La liste a défilé. Des lignes de code incompréhensibles pour le commun des mortels, mais une ligne sautait aux yeux. Connexion périphérique, Keylogger Generic Driver, 18h45, hier. 18h45, j'étais sous la douche avant le dîner. Mon ordinateur était resté dans ma chambre. Il était entré. Il avait branché un mouchard physique ou installé un logiciel espion via une clé USB. Il avait enregistré tout ce que j'avais tapé hier soir quand j'avais vérifié mes comptes pour me rassurer. Il avait mon mot de passe. Il avait tout. Et à 3h42, il était revenu. Il avait utilisé mon ordinateur pour faire le virement, profitant du fait que mon téléphone, nécessaire pour la double authentification, était posé sur la table de nuit, à côté de ma tête endormie. Il avait dû prendre mon téléphone, valider la notification bancaire et le reposer. La violation était totale. Physique. Numérique. Psychologique. Je me suis levée, prise de vertige. J'ai couru vers la petite salle de bain attenante et j'ai vomi. Mon corps rejetait la trahison. Quand je me suis relevée, en m'essuyant la bouche, j'ai croisé mon regard dans le miroir. J'étais pâle comme un cadavre, mes yeux étaient cernés de noir. Mais au fond de mes pupilles, il y avait quelque chose de nouveau. Une étincelle froide. Une flamme bleue. La tristesse avait disparu. La peur avait disparu. Il ne restait que la rage. Une rage pure, cristalline, coupante comme un scalpel. Ils pensaient que j'étais une victime. Ils pensaient que j'allais pleurer et supplier. Ils avaient oublié une chose. Je passe ma vie à réparer ce qui a été détruit. Je sais comment les choses sont assemblées. Et je sais comment les démonter. Gatien voulait jouer à l'expert? Très bien. Nous allions jouer. Je suis restée assise sur le bord de mon lit pendant ce qui m'a semblé être une éternité, fixant le mur de pierre humide. Il était 7h du matin. Dans quelques minutes, la maison allait se réveiller. J'entendais déjà les tuyaux grincer, signe que le chauffage central tentait péniblement de démarrer. Il fallait que j'agisse vite, mais surtout, il fallait que j'agisse froidement. Si je descendais maintenant en hurlant, Gatien irait tout. Il dirait que j'ai fait une erreur, que j'ai été piratée par des inconnus, ou pire, que j'ai fait ce virement moi-même et que j'essaie de le piéger. Avec mes parents qui lui mangeaient dans la main, c'était sa parole contre la mienne. Et je savais qui il croirait. J'avais besoin de preuves irréfutables. Le journal du système était un bon début, mais ce n'était pas suffisant pour un tribunal ou pour la police immédiate. J'ai réfléchi à toute vitesse. La validation du virement. La double authentification. J'ai saisi mon téléphone. J'ai regardé mes SMS. Rien. Pas de SMS de la banque. Il les avait effacés. Mais il y avait une faille dans son plan. Il était arrogant. Et les gens arrogants commettent des erreurs. J'ai ouvert l'application santé de mon téléphone. Celle qui compte les pas et analyse le sommeil. J'ai regardé le graphique de la nuit.
À 3h41, il y avait un pic d'activité. Le téléphone avait été bougé. Pas beaucoup. Juste assez pour être pris en main. L'accéléromètre avait enregistré le mouvement. Écran activé. J'avais la preuve que mon téléphone avait été manipulé à l'heure exacte du virement, alors que je dormais. Ensuite, j'ai pensé à la caméra de recul de ma voiture. J'avais une dashcam, une caméra embarquée, que j'avais installée à l'avant et à l'arrière pour mes longs trajets. Elle avait un mode surveillance parking qui se déclenchait au mouvement. Ma voiture était garée juste devant la fenêtre du salon, mais avec un angle qui couvrait une partie de la façade avant de la maison. Je ne pouvais pas vérifier les images sans aller à la voiture. Je me suis habillée rapidement. Un jean noir, un pull noir. J'avais l'impression d'enfiler une armure. J'ai mis mon ordinateur dans mon sac. Je ne le laisserai plus jamais seul. J'ai ouvert la porte de ma chambre doucement. Le couloir était désert. Je suis descendue comme une ombre. Dans la cuisine, la cafetière était déjà en marche. Ma mère était là, en robe de chambre, le dos tourné. « Bonjour », ai-je dit d'une voix neutre. Elle a sursauté. « Oh. Tu m'as fait peur. Tu es levé tôt. » J'ai mal dormi. Je vais chercher quelque chose dans ma voiture. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis sortie. L'air froid du matin m'a giflé le visage, me réveillant tout à fait. La pluie avait cessé, laissant place à une brume épaisse qui s'accrochait aux arbres comme des fantômes. Je suis entrée dans ma voiture. J'ai retiré la carte mémoire de la dashcam et je l'ai insérée dans mon ordinateur. J'ai fait défiler les fichiers. 2 heures. 3 heures. À 3h38, la caméra s'était déclenchée. On voyait une silhouette sortir par la porte d'entrée de la maison. C'était une image granuleuse en vision nocturne, mais on reconnaissait la corpulence massive. L'homme fumait une cigarette. La petite lueur rouge de la braise dansait dans le noir. Il semblait nerveux. Il faisait les 100 pas. Puis, il a jeté sa cigarette et est rentré. C'était Gatien. Il était sorti fumer juste avant de commettre son vol. Ou juste après? Non, avant. Pour se donner du courage. J'avais assez. J'avais le mobile, l'opportunité, les traces numériques et la présence physique éveillée à l'heure du crime. Maintenant, la question était, que faire? Si j'appelais la police locale, il mettrait du temps à venir. C'était la campagne. Et il traiterait ça comme un différend familial civil. Il me dirait d'aller porter plainte lundi au commissariat. D'ici lundi, l'argent serait dispersé sur 10 comptes différents au Caïmans ou converti en bitcoin intraçable. Il me fallait une intervention immédiate. Un flagrant délit. Ou du moins, une situation d'urgence. J'ai démarré ma voiture. Je ne pouvais pas passer l'appel d'ici. Le réseau était trop mauvais et je ne voulais pas qu'il m'entende. « Où tu vas ?» a crié Gatien depuis la fenêtre de l'étage qui venait de s'ouvrir. J'ai baissé ma vitre. Il était là, ébouriffé, torse nu, me regardant avec suspicion. « Chercher des croissants », ai-je menti. Pour me faire pardonner mon humeur d'hier soir. Il a souri. Un sourire victorieux. Il a cru qu'il m'avait brisé. Il a cru que je cherchais à acheter la paix. « Prends des pains au chocolat aussi », a-t-il crié. « Compte sur moi », ai-je murmuré en remontant la vitre. J'ai roulé jusqu'au village voisin, à 5 kilomètres. Je me suis garé sur le parking de l'église. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ont composé le 17. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que l'opérateur l'entende. Gendarmerie nationale, j'écoute. Bonjour. Je souhaite signaler un vol aggravé avec intrusion dans un système de données bancaires. Le montant est de 54 000 €. Je connais l'auteur, il est actuellement sur les lieux, et il s'apprête à quitter la région. J'ai parlé avec une froideur clinique. J'ai utilisé les termes juridiques. Abus de confiance, piratage, article 323A1 du Code pénal. L'opérateur a marqué un temps d'arrêt. Il a compris qu'il n'avait pas affaire à une simple dispute domestique. Où êtes-vous, madame? J'ai donné l'adresse. Une patrouille est dans le secteur.
Ils peuvent être là dans 30 minutes. 30 minutes. Je retourne sur place, ai-je dit. Je dois m'assurer qu'il ne détruit pas les preuves. Madame, ne prenez aucun risque. Attendez-nous à l'extérieur. Je ne peux pas. S'il se doute de quelque chose, il effacera tout. Je vais le retenir. Faites vite. J'ai raccroché. J'ai regardé mes mains sur le volant. Elles ne tremblaient plus. Je suis allée à la boulangerie. J'ai acheté les croissants et les pains au chocolat. C'était absurde. Surréaliste. J'achetais le petit déjeuner pour l'homme qui venait de me ruiner. Mais c'était nécessaire. C'était le cheval de Troie. Je suis retournée à la maison. J'ai garé ma voiture. J'ai pris le sac de viennoiserie. J'ai pris mon ordinateur. En marchant vers la porte d'entrée, j'ai levé les yeux vers le ciel gris. Profite de ton dernier petit déjeuner, Gatien, ai-je pensé. Parce que le déjeuner aura un goût de cendre. Quand je suis rentrée dans la cuisine, l'ambiance était étrangement paisible. L'odeur du café frais se mêlait maintenant à celle, beurrée et chaude, des viennoiseries que je posais sur la table. Ah! Génial! S'exclama mon père en se frottant les mains. Rien de tel qu'un bon croissant pour commencer la journée. Gatien était descendu. Il portait un polo de rugby qui moulait son ventre. Il avait l'air détendu, satisfait. Le visage d'un homme qui vient de réussir le coup du siècle. Merci Azéline, dit-il en piochant directement dans le sac. Tu vois, quand tu veux, tu peux être agréable. Sidonie arriva à son tour, les yeux encore collés de sommeil, traînant ses chaussons en fausse fourrure. MMH, ça sent bon. T'es gentille, Serette. Je me suis assise en bout de table. Je les ai regardés manger. Ils déchiraient la pâte feuilletée, s'en mettaient plein les doigts, riaient la bouche pleine. C'était un spectacle grotesque. Ils mangeaient ma nourriture, payée avec les derniers euros de mon compte courant, tout en digérant le festin de mes économies volées. Alors, quel est le programme aujourd'hui ? Demanda ma mère joyeusement. On pourrait aller visiter le château de Bénac ? Bonne idée, dit Gatien. Et ensuite, un bon resto gastronomique. C'est ma tournée. Il me fit un clin d'œil. Je me sens généreux aujourd'hui. Les affaires ont été fructueuses cette nuit. J'ai serré ma tasse de café si fort que j'ai cru qu'elle allait exploser. L'audace. L'impunité totale. Il me narguait. Il voulait voir si j'avais remarqué. Il jouait avec sa nourriture avant de l'avaler. Vraiment ? Ai-je demandé, ma voix parfaitement lisse. Tu as travaillé cette nuit ? Oh, tu sais, les marchés asiatiques ne dorment jamais, répondit-il en balayant l'air de la main. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Parfois, il faut savoir transférer des capitaux rapidement. Il insista sur le mot transférer. Sidonie gloussa. Gatien est trop fort. Il a un sixième sens pour l'argent. J'ai posé ma tasse. J'ai regardé ma montre. Il s'était écoulé 20 minutes depuis mon appel. Les gendarmes devaient être proches. C'est drôle que tu parles de transfert, ai-je dit lentement. Parce que j'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé qu'un parasite entrait dans ma chambre et me volait mon sang. Le sourire de Gatien se figea légèrement. Mon père leva les yeux de son bol. Quel genre de rêve est-ce que c'est encore ? Tu es morbide, ma fille. Ce n'était peut-être pas un rêve, continuai-je, en fixant Gatien droit dans les yeux. L'atmosphère dans la cuisine changea subtilement. La tension monta d'un cran. Le bruit des mastications s'arrêta. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Gatien, sa voix perdant un peu de son assurance mielleuse. J'ai plongé la main dans mon sac posé à mes pieds. J'en ai sorti mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, écran noir. Je veux dire que je sais, Gatien. Il éclata de rire, mais c'était un rire forcé, nerveux. Tu sais quoi ? Que je suis le meilleur investisseur de la famille ? Ça, tout le monde le sait. Je sais pour les 54 200 €. Je sais pour l'Estonie. Je sais pour le Family Trust.
Cette fois, le silence fut total. Sidonie lâcha son croissant. Ma mère porta la main à sa poitrine. Gatien ne bougea pas, mais ses yeux se plissèrent. Il calcula ses options à la vitesse de l'éclair. Nier? Avouer? Attaquer? Il choisit l'attaque. Tu fouilles dans mes affaires maintenant? C'est illégal de violer le secret des affaires. C'est M ou N compte, Gatien. C'est M ou N argent. Ma voix monta d'une octave, malgré mes efforts pour rester calme. Mon père se leva, le visage rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quel argent vous parlez? Je me tournai vers lui. Ton gendre m'a volé cette nuit, papa. Il a piraté mon ordinateur et il a vidé mon compte épargne. Tout. Il ne reste plus rien. Mon père regarda Gatien, attendant un démenti. C'est ridicule, dit Gatien en haussant les épaules. Azéline délire. Elle est jalouse de notre réussite, alors elle invente des histoires. J'ai les preuves, criai-je en tapant sur la table. J'ai les logs de connexion. J'ai la vidéo de toi sortant fumée à 3h38. À la mention de la vidéo, le visage de Gatien se décomposa. Il n'avait pas prévu la caméra de la voiture. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. Écoute-moi bien, petite garce. Commença-t-il. Mais Sidonie l'interrompit en pleurant. C'est vrai? Gatien, dis-moi que c'est pas vrai. Il se tourna vers elle, exaspéré. Mais bien sûr que c'est vrai. Et alors? On en avait besoin. On allait perdre la maison. Les huissiers allaient venir lundi. Tu voulais quoi? Qu'on finisse à la rue pendant que Madame Picsou dort sur son tas d'or? L'aveu. Brutal. Sans filtre. J'ai regardé mes parents. J'attendais le choc. La condamnation. Mais ce que j'ai vu dans leurs yeux m'a brisé le cœur plus que le vol lui-même. J'ai vu du soulagement. Et de la résignation. Gatien, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, murmura ma mère. Mais, enfin, c'est en famille. On peut s'arranger. Azéline, tu ne vas pas faire d'histoire pour de l'argent, si? Ils te rembourseront. Me rembourser? Avec quoi, maman? Avec de l'argent imaginaire? On signera une reconnaissance de dette, dit mon père précipitamment. On fera ça bien. Mais il ne faut pas que ça sorte d'ici. Gatien a une réputation. Sidonie est fragile. Je les ai regardés, tous les trois. Ils formaient un mur compact. Le mur de la complicité. Ils étaient prêts à sacrifier ma vie pour sauver les apparences de la leur. C'est à ce moment-là que j'ai posé la question fatale. Celle que je vous ai posée au début. Et si c'était moi? Si j'avais volé Sidonie? Vous me défendriez comme ça? Ils n'ont pas répondu. Leur silence était la réponse. J'ai reculé vers l'entrée. Vous me dégoûtez, ai-je dit. Gatien s'avança vers moi, menaçant. Tu ne vas nulle part. Tu vas nous donner tes codes pour qu'on puisse valider le reste si besoin. Et tu vas fermer ta gueule. J'ai regardé ma montre. 32 minutes. J'ai souri. Un sourire triste, mais définitif. Non, Gatien. Je ne vais pas me taire. J'ai attrapé la poignée de mon sac. Et tu sais quoi? Je crois qu'on a de la visite. Nous étions là, figés dans ce tableau de haine familiale, quand le bruit des graviers crissant sous des pneus lourds se fit entendre à l'extérieur. Gatien se figea. Il tourna la tête vers la fenêtre. C'est quoi ça? 2 véhicules bleus de la gendarmerie venaient de s'arrêter en dérapant devant le perron, bloquant sa précieuse berline allemande. Les gyrophares bleus balayaient les murs du salon, créant une discothèque macabre. Tu as appelé les flics, hurla Gatien, se tournant vers moi, les yeux exorbités. Tu as osé appeler les flics contre ta famille? Tu n'es pas ma famille, répondis-je calmement. Tu es un voleur. Mon père se précipita vers moi, me saisissant le bras. Azéline. Annule ça. Dis-leur que c'est une erreur. Tu vas détruire la vie de ta sœur.
Je me suis dégagé violemment. Il a détruit la sienne tout seul. On a frappé à la porte. Des coups lourds, autoritaires. Gendarmerie nationale. Ouvrez. Gatien paniqua. Il courut vers la porte de derrière, celle qui donnait sur le jardin. Ne fais pas ça, cria ma mère. Mais c'était trop tard pour fuir. J'avais vu un gendarme contourner la maison par la fenêtre. La maison était cernée. Gatien s'arrêta net, réalisant qu'il était piégé comme un rat. Il revint vers le centre de la pièce, le visage en sueur, cherchant une issue, cherchant un mensonge, cherchant n'importe quoi. La porte d'entrée s'ouvrit, elle n'était pas verrouillée. 3 gendarmes entrèrent, casquettes vissées sur la tête, mains proches de leur ceinturon. « Monsieur Gatien D », demanda le chef de patrouille, un homme grand à la voix grave. Gatien tenta de se redresser, d'adopter sa posture d'homme d'affaires important, mais l'effet était raté. Il tremblait. C'est moi. Mais il y a un malentendu. Ma belle-sœur est instable. C'est une dispute familiale. Le gendarme se tourna vers moi. Madame Azéline V. C'est moi, dis-je. Et je suis parfaitement stable. Je maintiens ma plainte pour vol et piratage informatique. Le gendarme fit un signe à ses collègues. Monsieur, veuillez nous suivre. Non. Attendez, hurla Sidonie en se jetant au cou de son mari. Vous ne pouvez pas l'emmener. Il n'a rien fait. On va vous rembourser. Azéline, dis-leur. C'était le moment de vérité. Le moment où, dans tant d'histoires, la victime cède sous la pression sociale, retire sa plainte et accepte de souffrir en silence pour préserver la paix des ménages. J'ai regardé ma sœur, le visage ravagé par les larmes et le mascara qui coulait. J'ai regardé mon père, furieux, qui me regardait comme si j'étais Judas. J'ai regardé ma mère, effondrée sur une chaise. Et j'ai pensé à tous ces moments où il m'avait fait sentir petite. Inutile. Moins bien. J'ai pensé à mon argent, mon travail, mon respect de moi-même. Je me suis tournée vers le gendarme. Emmenez-le. Et prenez son ordinateur aussi. Les preuves sont dedans. Gatien se mit à hurler alors qu'il y passait les menottes. Sale traîtresse. Tu le paieras. Tu ne reverras jamais ton argent. Je vais tout nier. Tu peux nier, dis-je doucement alors qu'il le poussait vers la sortie. Mais les chiffres ne mentent pas. Contrairement à toi. Quand la porte s'est refermée sur lui, le silence est retombé, plus lourd que jamais. Mon père s'est approché de moi. Il a levé la main. J'ai cru qu'il allait me frapper. Je n'ai pas reculé. J'ai soutenu son regard. Sa main est retombée. Tu n'es plus ma fille, a-t-il craché. Tu as choisi l'argent contre le sang. Non, papa, ai-je répondu, les larmes montant enfin aux yeux. J'ai choisi la justice contre l'abus. Et si pour toi, la famille s'est acceptée de se faire voler et humilier, alors je ne veux plus en faire partie. J'ai pris mon sac. J'ai pris mon ordinateur. Je suis sortie sans un regard en arrière pour Sidonie qui pleurait au sol. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré. J'ai quitté le vieux moulin. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. À mi-chemin sur l'allée, j'ai dû m'arrêter. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots violents, incontrôlables, qui secouaient tout mon corps. Je pleurais la perte de mes illusions. Je pleurais la petite fille qui espérait encore que ses parents l'aimeraient autant que sa sœur. Mais sous les larmes, il y avait autre chose. Une légèreté nouvelle. Je n'avais plus de famille, c'était vrai. Mais je n'avais plus de chaîne non plus. Les semaines qui suivirent furent un mélange de bureaucratie froide et de guérison lente. Grâce à mon dépôt de plainte immédiat et aux preuves techniques accablantes, les logs, la vidéo, la géolocalisation du téléphone, la banque a été obligée de réagir. Le virement a été tracé. L'argent était effectivement parti sur un compte de transit en Estonie, mais il a pu être gelé avant d'être converti en crypto-monnaie. J'ai récupéré mes fonds 3 mois plus tard. Chaque centime. Gatien n'a pas eu cette chance. L'enquête a révélé que je n'étais pas sa seule victime. Il avait monté une chaîne de Ponzi,
escroquant des amis, des voisins, et même d'anciens collègues. Mon dépôt de plainte a fait s'écrouler tout son château de cartes. Il a été jugé 6 mois plus tard. J'y étais. Assise au fond de la salle d'audience. Je voulais voir la fin de l'histoire. Il a pris 3 ans de prison ferme dont 1 an avec sursis. Il a pleuré à la barre, accusant la société, le stress, tout le monde sauf lui-même. Sidonie n'est pas venue au procès. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait dû vendre leur maison inachevée pour payer les dettes. Elle est retournée vivre chez nos parents. Elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché. C'est un métier honnête. Peut-être que cela lui apprendra la valeur de l'argent qu'on gagne à la sueur de son front. Mes parents. Ils ont essayé de me contacter une fois. Une lettre. Pas d'excuses. Juste des reproches et une demande d'aide financière pour les frais d'avocat de Gatien. J'ai déchiré la lettre. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai déménagé mon atelier. Aujourd'hui, je suis à Lyon, dans mon nouvel espace. Il est grand, lumineux, et sent bon le vieux papier et la cire d'abeille. J'ai utilisé mes économies pour acheter une presse à relier du 19e siècle dont je rêvais depuis toujours. Parfois, quand je travaille tard le soir, je pense à eux. Je ressens un pincement au cœur. La solitude n'est pas toujours facile. Les fêtes de fin d'année sont un peu tristes. Mais ensuite, je regarde autour de moi. Je vois ce que j'ai construit. Je vois mes livres. Je vois ma liberté. Et je réalise que je suis plus riche maintenant que je ne l'ai jamais été. Pas seulement en argent, mais en paix. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire. Le sang ne vous oblige à rien. La famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous protègent et qui ne vous volent pas votre vie pendant que vous dormez. Si vous êtes dans une situation toxique, si vous sentez que votre famille vous draine, vous utilise, vous rabaisse, écoutez votre instinct. Regardez les petits détails. L'ordinateur déplacé de 2 mm. Les remarques acerbes déguisées en blagues. Et surtout, n'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur de passer pour la méchante. Parfois, être la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est le seul moyen d'être l'héroïne de sa propre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était dur de raconter tout ça, mais ça fait du bien. C'est comme refermer un livre abîmé après l'avoir restauré. L'histoire est toujours là, mais les pages ne tombent plus en morceaux. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour d'autres histoires de résilience et de justice. Et surtout, je veux vous lire. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Votre courage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre la décision qui changera sa vie. Prenez soin de vous. Et protégez vos mots de passe. And Toxic wanted a break of watching The Boys, and it's understandable. We did watch like a lot of it, pretty much like marathon status kind of watching. So it's understandable that she wanted a break. I've been on my, we were watching the video, and I was just talking to her about how I want to get back into Minecraft, but every time I try and get back into Minecraft, it's just I don't feel it. You feeling it now, Mr. Krabs? Yeah, kinda. Oh, she has a ravine at her house. You need a good SMP. Yeah. Every single world I try and start and play, it's never really like, never clicks. It never clicks for me. This world's not too bad. I just started chopping down the oak trees over here now. With friends are 100% better. Oh yeah, of course. But once 1 or 2 people start to leave, it's a little bit more like. Whenever I start my like SMP worlds, I normally start
started off with like the main group. We'll start off with like 10 people starting on the world at the same time. If everyone's schedule like connects, because we all kind of have like similar like Minecraft, or like our 2-week phases, but we have Ender. His 2-week phase is more like a whole year, and he builds like crazy. What's it called? I will play for like probably a month. If I'm very dedicated to that world, I'll play for months. Like, Toxic would wake up to me just on Minecraft, go to sleep, and I'm still on Minecraft. Like, I'll be on Minecraft the whole day. Chief Keef don't know shit, don't. But, like, so like my Minecraft shit is like crazy. Fuck it, I'll go 5 wide. No, this is my Minecraft. Think goals help. Oh yeah. I normally have a goal when I play. Oh shit. I have a goal, but then once I complete the goal, that's what stumps me, and I'm like, I don't know what to do anymore. That's the thing that stumps me the most. Just not knowing what to do after I complete that one goal. Or if I have too much goals to start off with. More goals? Oh yeah. If I have too much goals, my brain is just like, I don't really want to do all of that. My laziness kicks in. It depends, because on the Pokemon server that we used to play on, I had so many goals, and I made villages. Modded, yeah. Oh yeah. Endless. Next time, like if Tommy ever brings up the world again, the Minecraft Pokemon world, I'll show you what I built, because like that world is fucking crazy. Just builds for days. I didn't mean to do that much. I'll probably need that much, but just endless builds everywhere. And it was built by me and Ender. Did I fuck? No, I didn't. I didn't fuck up.